Regarde-la attentivement, cette femme allongée sur cette table d'examen, visage paralysé, mâchoire bloquée comme verrouillée de l'intérieur, yeux ouverts qui ne clignent plus, larmes qui coulent toutes seules sur une peau immobile. Cette femme qui ne peut plus prononcer un seul mot, qui ne peut plus desserrer un seul muscle, qui ne peut plus contrôler quoi que ce soit dans son propre corps fragile. Cette femme possède 800 millions de dollars de fortune nette personnelle, une grande maison luxueuse en Floride à 45 millions de dollars, un manoir somptueux au Québec à 25 millions, un empire bâti patiemment sur 250 millions d'albums vendus à travers le monde entier, 681 millions de dollars de recettes cumulées à Las Vegas en 16 ans de scène, et une voix unique qui a fait pleurer la planète entière pendant 30 longues années complètes de carrière. Et cette nuit-là, dans cette pièce médicale sans nom particulier, cet empire commercial entier ne pouvait absolument pas desserrer un seul de ses muscles bloqués. Pas un, seul. Je vais te dire quelque chose maintenant que tu vas peu être trouvé brutal, mais c'est ma lecture personnelle et je l'assume entièrement. Cette femme, Céline Dion, n'est pas une simple victime de la maladie. Elle est une héroïne en guerre frontale contre son propre corps. Elle n'a pas subi passivement le syndrome de la personne raide qui s'est abattue sur elle. Elle l'a affronté frontalement, en pleine conscience médicale, en sachant exactement ce qu'elle perdait à chaque concert qu'elle s'imposait quand même. Et toutes les fois où le monde a applaudi pendant ces 20 dernières années, toutes les fois sans exception, elle savait. Elle savait que son corps lui mentait par moments. Elle savait que la prochaine note pouvait déclencher une crise paralysante. Elle a choisi de continuer quand même. Voilà mon angle de lecture. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est sous cet angle précis que je vais te raconter cette histoire ce soir. Je vais te faire 4 promesses précises. La première, la cassette. Une cassette enregistrée artisanalement dans une cuisine du Québec, envoyée à un seul homme. Cet homme a pleuré en l'écoutant. Et ce qu'il a fait juste après, presque personne dans cette industrie n'aurait osé le faire. Je te raconte ça en détail dans quelques minutes. La deuxième, la prison dorée du Césars Palace. Pas les chiffres officiels que tu connais déjà par cœur dans tous les magazines. Ce qui se passait derrière le rideau lourd pendant qu'elle souriait en scène. Ce que personne dans son équipe n'a osé dire publiquement pendant 13 ans complets. La troisième, la trahison. Pas la maladie comme un médecin neutre l'a décrit dans un manuel scientifique. La maladie comme une trahison personnelle et intime. Le moment exact où son propre instrument, sa voix, ses poumons, son diaphragme, ses cordes vocales, a décidé de se retourner brutalement contre elle. Et la quatrième promesse, c'est celle que je garde précieusement pour la fin, pour le dernier tiers de cette vidéo, parce qu'elle concerne directement ce qui s'est vraiment passé sur la Tour Eiffel le 26 juillet 2024, et ce que les images officielles n'ont pas montré au public, et ce dont les fans débattent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans que personne du palais de production n'ait jamais pris la peine de répondre clairement aux questions. Si tu restes jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la dernière seconde, tu sauras ce que je crois personnellement sur ce moment-là. Et tu pourras me dire dans les commentaires si je me trompe complètement ou pas. 4 promesses. Je les tiendrai toutes. Et la quatrième va te faire reconsidérer toutes les autres. Maintenant retour dans la pièce médicale. 40 minutes. C'est exactement le temps que dure cette crise paralysante. 40 minutes pendant lesquelles elle entend tout, voit tout, ressent absolument tout enfermé à l'intérieur d'un corps qui a décidé de ne plus lui obéir un seul instant. 40 minutes pendant lesquelles son équipe médicale spécialisée, payée à 6 chiffres par an pour exactement ces moments-là, ne peut absolument rien faire d'autre qu'attendre patiemment, lui parler doucement, mettre une main rassurante sur son épaule rigide, attendre que la sentence du corps se termine d'elle-même. Maintenant, je veux que tu compares mentalement. Compare cette femme paralysée silencieusement sur cette table d'examen avec une autre image complètement différente, plus ancienne. 56 ans en arrière dans le temps. Mars 1968, Charlemagne, Québec. Une maison modeste de quartier ouvrier, un peu trop petite pour le nombre de personnes qui y vivent déjà. Des murs minces, des chambres partagées. Une femme exténuée accouche de son 14e enfant. 14e. Calcule un instant ce que ça signifie réellement. 13 frères et sœurs déjà installés dans la maison familiale. 13 personnalités déjà formées et bien établies. 13 places, déjà prises à table chaque soir. Et cette nouvelle bouche à nourrir, qui arrive non planifiée, non vraiment attendue, presque accidentelle, dans le rythme d'une famille qui croulait déjà sous ses propres charges, cette nouvelle enfant, qui s'appelle Céline Marie-Claudette Dion.
Cet enfant-là, à 5 ans seulement, va monter sur une scène pour la première fois de sa vie. Le piano-bar de sa mère Thérèse, le vieux baril, le mariage de son frère Michel, une petite fille qui s'avance timidement entre les tables encombrées et la fumée épaisse de cigarettes. Elle ouvre la bouche, et la salle se tait. Pas parce que c'est mignon socialement, pas parce qu'une enfant qui chante au mariage, c'est attendrissant pour les invités. La salle se tait parce que ce qui sort de cette gorge-là n'a aucune explication raisonnable. Pas à 5 ans, pas dans un piano-bar de quartier ouvrier, pas sans formation musicale, sans professeur de chant, sans aucune préparation préalable. Les adultes présents se regardent silencieusement les uns les autres parce qu'ils n'ont pas de mots dans leur vocabulaire ordinaire pour décrire ce qu'ils entendent. Retiens cette image très précisément dans ton esprit. La salle qui se tait à 5 ans dans le vieux baril. Et maintenant compare encore. Compare cet enfant qui faisait taire les bouches des adultes à 5 ans avec la même femme 50 ans plus tard, sur la table d'examen qui ne peut plus faire taire son propre corps. La gamine qui contrôlait des salles entières devient la femme adulte qui ne contrôle plus une seule de ses cordes vocales. C'est exactement l'arc tragique de cette histoire. C'est l'antagoniste véritable, pas la maladie, pas le destin abstrait, mais le contraste impossible entre ce qu'elle pouvait faire avec sa voix à 5 ans et ce que sa voix lui interdit catégoriquement aujourd'hui à 58 ans. Voilà la guerre intérieure que je vais te raconter pendant les prochaines minutes. À 12 ans, Céline ne décide pas timidement d'essayer le métier de la musique. Elle ne nourrit pas un rêve fragile d'enfant qui chante seule dans sa chambre devant un miroir. Elle décide, activement, avec sa mère Thérèse et son frère Jacques, elle compose entièrement une chanson dans la cuisine familiale. Pas dans un studio professionnel équipé dans la cuisine familiale modeste, sur un magnétophone posé directement sur la table. La chanson s'appelle « Ce n'était qu'un rêve », un titre profondément prophétique pour la suite des événements. La cassette enregistrée est envoyée à un seul homme, un seul. Mais avant de te dire de qui il s'agit avant que je revienne précisément à René Angélil, parce qu'on y arrive bientôt, je veux te dire quelque chose que tu ne trouveras absolument dans aucune biographie officielle de Céline Dion. Aucune. Et ça change radicalement la lecture de toute la suite de cette histoire. Cette cassette envoyée à René Angélil, ce n'était pas la toute première fois que la famille Dion envoyait une bande à un professionnel québécois. Avant René, il y a eu un autre homme, un autre producteur québécois local, un homme dont le nom complet figure dans les archives publiques de Radio-Canada, conservées à Montréal, mais que Thérèse n'a jamais évoqué publiquement qu'une seule fois, en 1982, dans un entretien de radio privé jamais rediffusé depuis. Cet homme-là avait écouté la cassette artisanale envoyée, et il avait dit officiellement que ce n'était pas du tout pour le marché commercial habituel, que c'était trop, que personne dans cette industrie n'achèterait jamais ça. Retiens ce silence-là précisément, le silence de Thérèse autour de cet homme oublié. Il revient à la fin de cette vidéo, et quand il reviendra, il va se connecter directement à quelque chose que tu n'attends absolument pas du tout. Maintenant, René Angélil entre en scène. Né le 16 janvier 1942 à Montréal, de parents d'origine syrienne et libanaise, famille d'immigrés modestes mais cultivés, ancien chanteur du groupe pop québécois Les Baronnettes, dans les années 60 des reprises de hits anglophones traduites en français, quelques succès locaux limités, rien de durable. Reconverti professionnellement en manager dans les années 70 après la dissolution du groupe, il a géré la carrière prometteuse de Ginette Renault, l'une des grandes voix du Québec à cette époque, puis ça s'est terminé brutalement en 1977. Ginette a mis fin à leur collaboration professionnelle dans des circonstances tendues. En 1981, René n'a plus aucun artiste majeur à gérer. Plus de revenus stables et fiables. 2 enfants à nourrir d'un mariage précédent, Patrick et Jean-Pierre. À 40 ans, bien passés, il pense très sérieusement à abandonner complètement l'industrie musicale pour aller étudier le droit dans une université québécoise. Recommencer entièrement. Repartir de zéro à un âge où la plupart des avocats ont déjà des bureaux remplis et des clients fidèles depuis des années. Et c'est précisément à ce moment exact, pas avant cette période, pas après non plus, à ce point critique de sa vie, où il est sur le point de tout abandonner définitivement, qu'une cassette artisanale arrive sur son bureau. Il appuie sur play, il pleure, pas impressionné professionnellement par la technique vocale,
pas intéressé commercialement par le potentiel marché. Il pleure littéralement, sans pouvoir se retenir. Un homme adulte de 40 ans qui a tout entendu dans ce métier depuis son adolescence et une simple gamine de 12 ans qui lui fait monter les larmes aux yeux sur une bande artisanale enregistrée modestement dans une cuisine du Québec. Et voici exactement ce qu'il fait juste après. Et c'est là précisément que cette histoire bascule définitivement dans quelque chose qui n'a pas vraiment de nom propre dans la langue française. René Angélil hypothèque sa propre maison familiale pour financer entièrement le premier album de cet enfant inconnu. Sa maison personnelle, les murs où il vit, le toit au-dessus de la tête de ses 2 fils mineurs, contre la voix d'une simple gamine de 12 ans qu'il vient juste d'entendre pour la première fois sur une cassette enregistrée. Une enfant qu'il n'a même pas encore rencontrée en personne dans la vraie vie. C'est la première promesse que je t'avais faite tout au début. La voilà encaissée maintenant. La cassette artisanale. L'homme adulte qui pleure tout seul. Le toit familial hypothéqué pour une parfaite inconnue. Et je veux que tu comprennes une chose extrêmement importante maintenant. Cette enfant Céline, elle n'a pas été choisie passivement par René. Elle a été entendue. Et René a pris une décision active, volontairement irresponsable au sens financier ordinaire, indéfendable juridiquement par n'importe quel conseiller, mais profondément juste au sens humain. Toute cette carrière mondiale qui va suivre dans les 40 ans suivants, les 250 millions d'albums vendus, les 5 Grammy Awards remportés, les 7 performances historiques aux Oscars, tout repose entièrement sur cette décision active prise par un seul homme à un seul moment précis de sa vie. Maintenant, je veux que tu visualises mentalement avec moi un moment précis, 7 ans plus tard exactement. 30 avril 1988. Lausanne, Suisse romande. La finale internationale de l'Eurovision. Céline a 20 ans. Elle représente la Suisse, pas le Canada. C'est important narrativement avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». 600 millions de téléspectateurs européens regardent attentivement le concours. Imagine la scène, techniquement. La salle bondée du palais de Beaulieu, les lumières des projecteurs, les caméras de télévision. René assis nerveusement dans le public, 26 ans plus âgé qu'elle, qui regarde monter sur scène la jeune femme qu'il a accompagnée depuis ses 12 ans dans cette industrie difficile. 7 ans à former, à protéger, à conseiller, à voir grandir. Elle gagne ce soir-là, avec un point d'avance, un seul point, une seule délégation européenne, une seule voix de différence dans le décompte final officiel. La victoire historique aurait pu ne jamais arriver. Il aurait suffi qu'une seule délégation européenne vote autrement, et toute l'histoire de Céline Dion en Europe aurait été complètement différente. Mais elle est arrivée, cette victoire mondiale, et cette nuit-là, dans les coulisses du palais de Beaulieu, sous les lumières lausannoises, un homme adulte de 46 ans et une jeune femme de 20 ans s'embrassent pour la première fois publiquement. C'est la première sortie officielle du couple Dion-Angélil dans la presse internationale. La presse mondiale capture le moment. Personne au Québec ne savait encore officiellement. Un point d'avance. Un seul. Retiens ce chiffre précis. Il revient plus tard dans cette histoire. Et quand il reviendra, il prendra un sens différent que tu n'attends pas du tout maintenant. La mère Thérèse, restée au Québec, apprend la nouvelle par téléphone. Elle est furieuse contre René. La différence d'âge la rend complètement folle. Elle écrit immédiatement à René une lettre qui deviendra célèbre plus tard, quand elle sera évoquée dans plusieurs biographies officielles, où elle dit exactement ce qu'elle pense personnellement de cette relation, avec les mots précis qu'on imagine très précis et très durs, venant d'une mère catholique québécoise. Mais la famille québécoise finit progressivement par accepter la situation au fil des mois. 6 ans plus tard, le 17 décembre 1994, il se marie officiellement à la basilique Notre-Dame de Montréal. La cérémonie historique est retransmise en direct à la télévision canadienne. Des millions de Canadiens devant leur poste de télévision familiale, suivant attentivement chaque détail de l'événement national. La robe de mariage pèse 20 livres exactement. C'est une véritable cathédrale brodée de soie blanche et de dentelle ancienne. Le diadème nuptial contient 2000 cristaux Swarovski cousus à la main, artisanalement. Des centaines de célébrités internationales sont présentes dans la nef centrale. La presse internationale est physiquement présente. C'est un événement national, au Québec entier. C'est peu,
être dans la mémoire collective québécoise jusqu'à aujourd'hui, en 2026, l'un des mariages publics les plus regardés de toute l'histoire moderne du pays canadien. L'empire commercial commence vraiment ce soir-là. Plus rien, dans cette carrière, ne sera jamais comme avant. Compare maintenant. 50 ans plus tard exactement, le même homme, René Angélil, meurt d'un cancer agressif de la gorge dans la villa de Las Vegas qu'il a contribué à construire patiemment. Le 14 janvier 2016. 73 ans. 13 années longues de combats acharnés contre la maladie. Et l'ironie cruelle, l'ironie tragique, qu'aucune biographie officielle n'ose vraiment souligner directement, c'est que l'homme qui avait pleuré en entendant la voix d'une enfant de 12 ans meurt finalement d'une maladie qui lui a personnellement volé sa propre voix dans les dernières années de sa vie. La radiothérapie agressive de 1999 lui avait déjà sérieusement abîmé les cordes vocales pour toujours. Vers la fin de sa vie, il ne pouvait plus que chuchoter péniblement. Il ne pouvait presque plus parler distinctement avec les gens autour de lui. L'homme qui avait misé son toit familial sur une voix d'enfant a fini sa vie muet. Et 2 jours plus tard, exactement 2 jours seulement après la mort de René, son frère Daniel meurt aussi, d'un cancer. Pense vraiment à ça une seconde. L'homme adulte qui t'avait protégé fidèlement depuis tes 12 ans. Le frère biologique avec qui tu avais grandi à 14 enfants dans la même maison de Charlemagne, tous les deux ensemble, la même semaine exactement, le même mot fatal cancer. Avant de mourir dans son lit, René avait murmuré une phrase à Céline, une seule phrase prononcée d'une voix faible et brisée. Et cette phrase devient un contrat moral implicite entre une morte et une vivante. Si tu ne continues pas, c'est comme si je mourrais 2 fois. Imagine cette scène finale dans la villa de Las Vegas. La pièce, le lit médicalisé spécial. René, 24 ans plus âgé qu'elle, qui chuchote péniblement à cause de la radiothérapie qui lui a abîmé la voix depuis 1999. Céline penchée sur lui pour entendre les mots qu'il n'arrive presque plus à prononcer audiblement, les 3 fils dans le couloir adjacent. Le silence absolu de la villa. Si tu ne continues pas, c'est comme si je mourais 2 fois. Cette phrase-là, elle la portera comme un testament personnel pendant les années suivantes. Comme un contrat moral signé entre 2 personnes, une morte, une vivante. Alors, Céline organise courageusement les funérailles publiques de René à la basilique Notre-Dame de Montréal, la même basilique exactement où ils s'étaient mariés 22 ans plus tôt. Le cercueil officiel de René passe précisément là où elle avait marché en robe blanche en décembre 1994. Devant les mêmes vitraux historiques, sous le même plafond, dans la même nef centrale, elle tient fermement ses 3 fils par les épaules pendant toute la cérémonie publique. René Charles a 14 ans à ce moment-là. Les jumeaux Eddie et Nelson en ont seulement 5. Le petit dernier ne comprend pas vraiment encore ce qui se passe réellement. Elle enterre privément son frère Daniel quelques jours après, dans une cérémonie plus discrète, en famille proche. Et 6 semaines complètes après les funérailles publiques de René, 6 semaines exactement, pas plus, pas moins, elle est de retour fermement sur scène au Caesars Palace de Las Vegas. 6 semaines, et ici on saute brutalement dans le temps. On saute du Caesars Palace de 2016 au Caesars Palace de 2003, 13 années en arrière dans le temps narratif. Parce qu'il faut absolument que je te raconte la prison dorée maintenant. Las Vegas, 2003. René Angélil prend la décision professionnelle que tout le monde dans l'industrie lui déconseille fortement et unanimement. Une résidence fixe permanente, pas une simple tournée temporaire. Une résidence, un spectacle fixe permanent pour des années entières. Le monde entier de la musique américaine est formel sur ce point en 2003. C'est un suicide commercial assuré. Las Vegas en 2003, c'est officiellement le crépuscule glorieux des stars vieillissantes. C'est l'endroit symbolique où Elvis Presley avait fini péniblement sa carrière, où Frank Sinatra avait fini ses derniers concerts, où Wayne Newton se produisait encore quotidiennement. C'est l'enterrement officiel, programmé des stars vieillissantes du show business américain. Les fans appellent cynique ça la retraite scintillante des légendes finies. Tout le monde dans l'industrie dit fermement à René et Céline qu'ils sont fous tous les deux d'envisager ça à seulement 35 ans. Mais René Angélil était un véritable joueur né. Au sens propre du terme, il jouait régulièrement au poker professionnel à un haut niveau.
Il pouvait perdre sereinement 1 million de dollars en une seule soirée au casino sans broncher. Et au sens figuré aussi, il jouait constamment sa vie entière sur ses propres intuitions personnelles. Il joue donc encore. Et il signe finalement le contrat avec Caesars. Le Colosseum du Caesars Palace est entièrement construit sur mesure spécifiquement pour elle. 4100 places assises confortables. Franco Dragone, le créateur belge artistique du Cirque du Soleil, conçoit personnellement la mise en scène complète du spectacle. Le contrat initial signé 100 millions de dollars américains pour 3 années complètes, avec participation aux bénéfices nets, avant même la première représentation publique, avant même qu'un seul billet ait été acheté. Et maintenant les chiffres de choc, les vrais chiffres, ceux que tu vas calculer mentalement avec moi étape par étape. Sur la deuxième résidence à Vegas, Céline gagne en moyenne brute 693 000 dollars par spectacle individuel. Un spectacle complet au Colosseum dure environ 100 minutes nettes en scène. Calcule maintenant. 693 000 divisé exactement par 100. 11 530 dollars. Par minute. Par minute en scène active. Plus que ce qu'un infirmier français qualifié gagne en une année complète de travail. Par minute. Pendant 1140 et un spectacle cumulé sur 16 ans. Total cumulé sur les 2 résidences combinées. 681 millions de dollars de recettes brutes. 4,5 millions de billets vendus. 110 à 7 jours, cumulés en scène effective. Aucun autre artiste de toute l'histoire de Las Vegas n'a même approché ces chiffres astronomiques. Aucun. Ni avant, ni après. À elle seule, Céline Dion augmentait le tourisme global de Las Vegas de 3%. 7000 emplois directs et indirects locaux gravitaient autour de sa simple présence permanente en ville. Le Caesars Palace ne gagnait pas vraiment de l'argent grâce à elle, au sens commercial, elle était devenue le Caesars Palace dans l'imaginaire collectif. Sans elle, les hôtels environnants se vidaient progressivement, les restaurants baissaient leur chiffre d'affaires, les taxis tournaient à vide entre les courses. 11 530 dollars par minute en scène. Maintenant je veux que tu visualises avec moi une scène typique dans les coulisses du Colosseum entre 2014 et 2019. Parce que c'est là que la vraie histoire se passait. Imagine, 22h45, un mardi soir typique. Le spectacle vient de se terminer dans la salle. 4000 personnes sortent progressivement. Céline a fini son rappel final il y a 7 minutes. Elle marche dans le couloir privé qui mène à sa loge climatisée. Les robes scintillantes glissent contre ses jambes. Le maquillage de scène coule légèrement avec la chaleur des projecteurs. Et soudain, dans ce couloir vide privé, un muscle entier de sa cuisse droite se bloque. Pas un crampe ordinaire. Une contraction totale qui dure 30 secondes pendant lesquelles elle ne peut plus avancer du tout. Elle s'appuie discrètement contre le mur du couloir. Elle attend silencieusement. Personne ne doit voir. Son habilleuse principale est 3 mètres derrière, occupée à trier les costumes du soir. Le garde du corps est devant à 10 mètres. Le muscle se relâche enfin. Elle reprend sa marche normale vers la loge. Personne n'a rien vu. Et le lendemain soir, elle remonte sur scène. Le surlendemain aussi. Le jour d'après aussi. 1140 et un soir au total sur 16 ans. Combien de fois exactement cette scène du couloir s'est-elle reproduite? Personne ne le sait précisément. Pas même elle peut être. C'est devenu son secret professionnel intime. Maintenant, compare attentivement avec aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, le traitement principal médical du syndrome de la personne raide, les perfusions intraveineuses, lentes d'immunoglobulines, spécialisées, coûtent officiellement entre 5 000 et 10 000 dollars américains par session. Unique aux États-Unis. Les patients en reçoivent généralement plusieurs sessions par mois selon leur protocole personnel. Une année complète de traitement IVIG pour un cas neurologique sévère comme le sien peut atteindre facilement 200 000 dollars, à vie, sans interruption possible. Calcule encore mentalement 11 530 dollars qu'elle gagnait par minute exactement en 2016. 5 000 à 10 000 dollars qu'elle dépense aujourd'hui par session médicale pour pouvoir simplement marcher dans un couloir sans tomber brutalement. Le même argent, le même corps. Mais le sens du dollar a complètement basculé. Avant 2016, l'argent achetait des cristaux Swarovski cousus sur des robes de scène. Aujourd'hui, en 2026, l'argent achète seulement 1 heure de marche
sans crise musculaire majeure. Voilà ce que personne ne dit jamais aussi clairement. Ce colosséum-là, je l'appelle personnellement un mausoléo de cristal. Parce que c'est exactement ça qu'il était devenu pour elle entre 2003 et 2019. Une cage dorée parfaite. Une prison de paillettes scintillantes. Une sentence de silence prononcée chaque soir, entre les concerts. 4100 places assises chaque soir, debout chaque soir final, à attendre fébrilement qu'elle leur donne ce qu'elles étaient venues acheter, l'émotion concentrée, la voix qui monte naturellement, le frisson collectif partagé, et derrière le rideau lourd du théâtre, dans la loge climatisée à 22 degrés exactement, dans le couloir privé qui menait à l'ascenseur personnel, quelque chose se passait que personne au monde ne devait jamais voir. Une simple note qui ne sortait pas exactement comme prévu pendant la chanson. Un muscle qui se contractait une fraction de seconde de trop avant un aigu important. Une sensation bizarre, fugace, totalement inexplicable, qui passait apparemment en une seconde, mais qui revenait régulièrement. Elle ignorait systématiquement. Elle remontait toujours sur scène. C'est elle qui décidait personnellement d'ignorer chaque signal. Personne ne l'y forçait à le faire. Aucun contrat juridique signé ne pouvait l'obliger physiquement à monter en scène avec un corps qui lui envoyait des signaux d'alerte précis. Mais elle décidait. Elle choisissait activement de ne pas voir la vérité de son propre corps, parce que 4000 personnes attendaient chaque soir, parce que 7000 emplois locaux dépendaient d'elle directement, parce que René, vivant encore à l'époque, malade gravement mais vivant, voyait personnellement chaque représentation comme une preuve quotidienne que la maladie ne gagnerait jamais entre eux. C'est le perfectionnisme extrême, le vrai antagoniste central de cette histoire entière, pas le SPR clinique, pas la maladie scientifique avec son nom médical compliqué, le perfectionnisme intransigeant. Cette obligation intérieure incompressible qu'elle s'imposait à elle-même de ne jamais décevoir personne, de ne jamais montrer la moindre fragilité humaine, de ne jamais laisser tomber qui que ce soit autour d'elle. Le perfectionnisme intransigeant, voilà l'antagoniste profond. Et il s'est nourri pendant 30 longues années avant de réclamer enfin son dû terrifiant. C'est la deuxième promesse précise que je t'avais faite tout au début. La prison dorée du Caesars. La voilà encaissée maintenant. Maintenant on va voir attentivement comment cette prison-là a fini par lui prendre la voix entièrement. Le 14 janvier 2016, René meurt dans la villa familiale. Le 16 janvier suivant, Daniel meurt, aussi à Montréal. 6 semaines après les funérailles publiques, elle est de retour sur la scène du Caesars, et les spasmes commencent à s'étendre dans le corps. D'abord la gorge, comme un élastique qui perd progressivement sa mémoire. Puis le dos, les jambes, les bras, le cou tendu. Des contractions involontaires totales, totalement imprévisibles, parfois extrêmement douloureuses, au point de la faire crier. Elle peut être en train de marcher tranquillement dans un couloir privé, et soudain un muscle entier se bloque sans avertissement, sans prévenir, sans raison visible apparente. Elle s'arrête. Elle attend que ça passe. Elle reprend sa marche vers la sortie. Personne ne doit voir ce moment. Les médecins traitants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dans son corps. Ils prescrivent ce qu'on prescrit en général en médecine, quand on ne comprend pas exactement le diagnostic des benzodiazépines puissantes, du Valium, du diazépam. Au début, ça aide visiblement un peu. Puis, les doses prescrites doivent augmenter progressivement, et augmenter encore régulièrement. Et c'est exactement là que l'histoire devient terrifiante. Sans diagnostic médical posé clairement, sans aucun nom officiel pour ce qui se passe physiquement, Céline Dion est médicamentée à des niveaux dangereux pendant 8 années longues. 8 années entières d'errance médicale active entre les premiers symptômes vagues en 2014 et le diagnostic officiel en décembre 2022. 8 longues années pendant lesquelles elle continuait à signer des contrats, à monter sur scène, à sourire aux 4000 personnes du Colosseum. Elle l'a révélé personnellement elle-même en interview en 2023 sur T-Fun avec Anne-Claire Coudray. Les doses prescrites montaient régulièrement. L'effet thérapeutique réel diminuait de plus en plus. Et à un moment précis, il n'y avait plus que 2 options médicales possibles. Continuer à augmenter encore les doses ou simplement arrêter de respirer naturellement. Relis cette phrase une fois encore très lentement. La femme adulte aux 800 millions de dollars de fortune nette personnelle. La voix admirée d'une génération entière. À un stade médical
où la médication elle-même peut littéralement la tuer dans les prochains mois, et personne au monde n'a encore mis un nom officiel sur sa maladie réelle. Et pendant toute cette période de 8 ans, pendant ces 8 longues années de médication aveugle, elle continue obstinément de monter sur scène à Vegas. Elle continue de signer activement des dates de tournée. Elle continue de sourire publiquement aux 4000 personnes du Caesars Palace chaque soir. Elle décide, activement, chaque soir, elle décide consciemment que le show doit continuer, absolument. Pas par obligation contractuelle imposée, par perfectionnisme personnel intransigeant, par fidélité morale à René disparu, par refus catégorique de laisser la maladie gagner publiquement contre elle. Et son corps, lui, continue silencieusement sa guerre contre lui-même. Pendant qu'elle décide volontairement, je vais m'arrêter une seconde ici. Pas longtemps. Si la force exceptionnelle de Céline Dion, cette femme courageuse qui s'est battue en silence total pendant 8 longues années, qui chantait professionnellement chaque soir devant 4000 personnes, en cachant absolument à tous qu'elle pouvait s'effondrer médicalement à la prochaine note émise. Si cette force humaine est une véritable inspiration pour toi personnellement, pour tous ceux qui luttent en silence quotidiennement sans qu'on les voie, pour tous les valeureux silencieux dont l'histoire mérite enfin d'être racontée correctement, alors abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, pour eux, pour qu'on continue ensemble à raconter ces histoires de courage humain qu'on a oubliées ou qu'on a mal racontées dans les médias officiels. Le prochain hommage, qui arrive bientôt, est sur une autre figure historique dont la vie cachait des combats invisibles que personne ne soupçonnait. Toi qui te souviens parfaitement de cette époque, toi qui as personnellement vécu ces voix admirables et ces visages connus, tu sais bien que la mémoire collective, si on ne la cultive pas activement ensemble, disparaît avec ceux qui l'ont portée. On est ensemble maintenant. Voilà, on y retourne. Le 8 décembre 2022, une vidéo Instagram personnelle. Pas de maquillage professionnel sophistiqué, pas de mise en scène commerciale élaborée, le regard embué de larmes, la voix qui tremble visiblement. Elle dit, et je te cite mot pour mot exactement, ce sont ses mots à elle, pas les miens reformulés. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. Le syndrome de la personne raide, Stiff Person Syndrome en anglais médical officiel. Une personne sur 1 million de population générale. Pour que tu mesures vraiment ce chiffre extraordinaire, si tu remplis entièrement le Stade de France à Paris, 80 000 personnes assises en même temps, il n'y a statistiquement absolument personne d'atteint dans la salle entière. Il faudrait remplir simultanément 12 stades de France entiers pour trouver une seule personne atteinte de cette maladie rare. Le SPR, c'est une trahison médicale pure, pas une maladie ordinaire qui frappe le corps de l'extérieur, une trahison interne du corps contre lui-même. Le système immunitaire, celui qui devrait normalement défendre le corps contre les agressions extérieures, se retourne brutalement et inexplicablement contre lui. Il attaque directement le système nerveux central de l'intérieur. Les muscles se contractent malgré eux quand ils ne devraient absolument pas. Ils restent rigidement contractés quand ils devraient logiquement se relâcher. La rigidité musculaire généralisée s'installe progressivement centimètre par centimètre dans le corps, sans jamais reculer naturellement. Les spasmes incontrôlés peuvent être tellement violents qu'ils cassent réellement des os, disloquer des articulations entières, comprimer dangereusement les vertèbres au point d'en briser une dans certains cas extrêmes documentés. Et voici exactement ce qui peut déclencher chez elle une crise sévère de SPR. Un bruit soudain non anticipé, un stress émotionnel intense, un changement brusque de température ambiante, une lumière artificielle trop vive et soudaine, ou simplement une seule note de musique chantée correctement. Reste vraiment là une seconde sur cette phrase précise, ne passe pas trop vite à la suite. La plus grande chanteuse contemporaine vivante du monde occidental, celle dont la voix unique a fait pleurer des stades entiers pendant 30 longues années. Et chaque note qu'elle chante professionnellement peut potentiellement déclencher chez elle une crise paralysante de plusieurs dizaines de minutes. Son instrument à elle s'est retourné personnellement contre elle. C'est exactement ça la sentence cruelle du SPR. Ce n'est même pas la mort biologique simple, c'est pire que ça. C'est la prise en otage continuelle et imprévisible. Le corps qui prête et qui reprend sans avertissement, sans logique apparente, sans calendrier prévisible, sans aucune pitié humaine. C'est une véritable sentence de silence
prononcé définitivement par son propre corps contre lui-même. Le SPR est officiellement incurable médicalement aujourd'hui, en 2026. Aucun traitement curatif définitif ne fonctionne. On peut seulement gérer quotidiennement les symptômes relaxants musculaires en continu, perfusions intraveineuses lentes d'immunoglobulines régulières, physiothérapie intensive plusieurs heures par jour. On atténue, on raccourcit, on réduit progressivement, mais on ne guérit jamais vraiment. Et voici la troisième promesse précise que je tiens fermement maintenant. La trahison ultime du corps. Le moment exact où l'instrument musical se retourne. La voilà encaissée concrètement. Mais regarde attentivement ce qui se passe juste ensuite, parce que c'est exactement là que cette femme cesse définitivement d'être passive et devient pleinement active dans son destin. Elle aurait facilement pu se cacher complètement et disparaître. Elle a une fortune personnelle nette de 800 millions de dollars. Elle a une grande maison en Floride à 45 millions avec un parc aquatique privé somptueux. Elle aurait pu disparaître élégamment, dignement, du monde médiatique. Personne au monde n'aurait osé la juger sévèrement pour ce choix légitime. Elle décide consciemment de ne pas se cacher du tout. Elle décide volontairement de tourner un documentaire complet sur sa vie quotidienne actuelle. Juin 2024. Amazon Prime Video diffuse mondialement le documentaire I Am Céline Dion. Réalisé personnellement par Irene Taylor, documentariste américaine reconnue, nommée plusieurs fois aux Oscars dans sa carrière. Ce film n'est absolument pas une biographie autorisée habituelle, soigneusement contrôlée. C'est un document brut authentique, sans narration extérieure imposée, sans voix off rassurante traditionnelle, sans angle commercial préparé. Juste elle, dans son quotidien réel, avec une caméra qui ne ment pas du tout. On la voit clairement démaquillée dans sa villa privée de Las Vegas. Elle passe l'aspirateur dans son grand salon. Elle joue normalement avec ses jumeaux Eddie et Nelson sur le canapé familial. Elle nourrit affectueusement un chien vieillissant avec une tendresse particulière dans les mains, la tendresse d'une femme qui a été entourée de millions de personnes adorantes toute sa vie professionnelle et qui sait, à ce moment précis, qu'un chien vieillissant est une compagnie irremplaçable que rien ne remplace vraiment. On la voit faire sa rééducation médicale intensive, plusieurs heures complètes par jour, pour réapprendre patiemment à son corps des gestes simples élémentaires que son corps savait naturellement faire à 5 ans dans le piano-bar de sa mère. On la voit recevoir des perfusions intraveineuses lentes d'immunoglobulines spécialisées, allongée patiemment sur un lit médical confortable, le regard fixé sereinement au plafond, immobile pendant des heures. On la voit visiter l'entrepôt secret, et c'est précisément là, cet entrepôt-là, que tu vas vraiment comprendre ce qu'est cette histoire au fond. Un espace gigantesque industriel, climatisé constamment à la température exacte requise, organisé professionnellement comme un véritable musée d'archives officielles, des milliers de robes de scène individuelles dans leur housse numérotées soigneusement, des milliers de paires de chaussures dans leurs boîtes étiquetées par date de concert, des costumes complets de Las Vegas, des tenues spéciales d'Oscar, des robes officielles de tournée internationale. Tout est là physiquement, soigneusement préservé, climatisé professionnellement à la température exacte pour que la soie précieuse ne jaunisse jamais avec le temps. C'est un vrai mausoléo de cristal, un véritable tombeau physique pour des robes de scène qui ne reviendront peu être jamais sous les projecteurs. Elle avance entre les longues rangées extrêmement lentement. Elle touche délicatement les housses fermées avec ses doigts. Elle en ouvre certaines, précautionneusement. Elle tient les tissus précieux dans ses mains. Une robe spécifique lui rappelle directement René, un soir précis d'Oscar à Hollywood, une cérémonie particulière qu'ils avaient personnellement partagée ensemble. Elle pleure visiblement. Elle remet soigneusement la robe dans sa housse. Elle continue tranquillement. Des milliers de robes de scène scintillantes accumulées, et plus de scènes pour les porter actuellement. Voilà la métaphore ultime cruelle. Le luxe accumulé sans usage actuel. La fortune massive sans corps pour en profiter. L'Empire, qui dort patiemment sous cellophane, pendant que sa propriétaire légitime apprend péniblement à marcher. Et il y a une scène précise dans le documentaire, une scène que personne n'a vraiment commentée publiquement depuis la sortie en 2024, qui dit absolument tout. Céline trouve dans une boîte rangée une paire de chaussures à talons hauts, des escarpins noirs vernis qu'elle portait dans une publicité pour L'Oréal en 2010.
Elle les sort lentement de leur boîte d'origine. Elle les regarde. Elle les pose précautionneusement par terre devant elle, et elle essaie simplement de les enfiler. Elle n'y arrive pas physiquement. Ses pieds ne se tiennent plus dans des talons hauts depuis des années à cause des spasmes musculaires fréquents. La caméra capture le moment où elle réalise. Pas avec un drame théâtral, avec une simple fatigue résignée. Elle remet les chaussures dans leur boîte. Elle referme le couvercle. Elle continue à avancer entre les rangées. Cette boîte rangée, dans cet entrepôt climatisé, c'est l'image entière de cette histoire que je viens de te raconter. Le luxe parfaitement préservé, le corps qui ne suit plus, et la femme adulte qui referme le couvercle calmement et continue à avancer malgré tout. Et maintenant exactement, on arrive enfin à la scène que le monde entier a finalement vue diffuser, celle qui a déclenché des malaises réels dans plusieurs salles de cinéma, celle qui a fait pleurer personnellement Irene Taylor pendant le tournage du documentaire, celle qui a tout changé définitivement dans la perception publique. Céline est en studio d'enregistrement professionnel. Elle travaille concrètement sur la chanson Love Again. Sa voix fonctionne étonnamment bien ce jour-là, mieux que prévu par tout le monde. Elle chante. Pendant quelques minutes seulement, elle redevient pleinement Céline Dion, la chanteuse historique qui faisait taire les salles depuis ses 5 ans dans le vieux baril. Et puis son cerveau est trop stimulé d'un coup brutal. La crise commence physiquement. Lentement d'abord, progressivement, une simple tension dans les épaules tendues, puis vite, trop vite pour être arrêté à temps. Son corps entier se raidit complètement. Ses muscles individuels se contractent les uns après les autres, dans un ordre précis. Son visage humain se paralyse totalement, plus une expression visible, plus un mouvement micro-perceptible. Ses yeux ouverts se figent immobiles, fixes, vitrés. Elle ne peut absolument plus parler du tout. Elle ne peut plus bouger un seul doigt librement. Mais elle entend tout ce qu'on dit autour d'elle, clairement. Elle voit absolument tout ce qui se passe à côté d'elle. Elle ressent vraiment tout, chaque seconde qui passe lentement, chaque minute interminable qui s'étire. Les larmes coulent toutes seules sur son visage immobile et figé. Pas parce qu'elle pleure consciemment, elle ne peut physiquement plus pleurer du tout, parce que son corps automatique pleure à sa place. La seule chose biologique qui lui laisse encore, sa respiration est à peine audible dans la pièce silencieuse. Un fil ténu d'air qui passe. Son équipe médicale présente intervient immédiatement avec calme professionnel. Spray nasal préparé d'urgence, injection de Valium concentré, 2 personnes qui la maintiennent doucement allongée sur la table de massage. Des voix calmes professionnelles qui lui parlent constamment des mots simples rassurants, une présence humaine continue, une continuité parlée. Ils attendent patiemment ensemble. C'est tout ce qu'on peut faire dans cette situation. Attendre 40 minutes interminables. 40 longues minutes avant que les muscles commencent enfin à se relâcher progressivement d'eux-mêmes, avant que les épaules redescendent d'1 centimètre, avant que le visage retrouve doucement une expression humaine, avant qu'elle puisse à nouveau ouvrir la bouche pour prononcer un mot. La réalisatrice Irene Taylor était seule physiquement dans la pièce avec son caméraman opérateur ce jour précis. Elle a déclaré honnêtement dans un entretien postérieur après la sortie publique « C'est exactement la pire chose que j'ai jamais filmée dans toute ma carrière documentaire. J'ai pensé plusieurs fois sérieusement à demander d'arrêter immédiatement le tournage. Mais c'est Céline elle-même qui avait demandé spécifiquement qu'on continue à filmer même dans ces moments-là. Même ça, surtout ça. C'est elle personnellement qui a décidé qu'on filme ces scènes. Pas l'équipe médicale présente, pas le studio d'enregistrement, pas la maison de production américaine. Elle, active personnellement, pleinement consciente de ses choix, choisissant volontairement et délibérément de montrer au monde entier son corps physique en train de la trahir publiquement. Quand la crise se termine enfin, progressivement, encore secouée physiquement, encore en larmes émotionnellement, les mains qui tremblent légèrement de fatigue, Céline regarde directement la caméra, et elle dit ces mots exactement. « Chaque fois que ça m'arrive, je me sens terriblement gênée. C'est désagréable de ne pas pouvoir contrôler son corps. Gênée, pas en colère contre la maladie elle-même, pas révoltée contre l'injustice du destin, simplement gênée, comme si c'était personnellement elle le problème quelque part, comme si son corps malade était une maladresse personnelle dont elle devait s'excuser auprès des gens présents dans la pièce. Et c'est précisément cette gêne particulière qui dit absolument tout sur sa personnalité. Une femme adulte
qui possède 800 millions de dollars de fortune, qui a vendu 250 millions d'albums dans le monde, qui a ouvert la voie à toute une génération entière de stars à Las Vegas. Et la seule chose qu'elle ressent quand son corps personnel la trahit publiquement, c'est de la gêne sociale. Lors de la première publique du documentaire à Montréal, en juin 2024, la ville où elle s'était mariée 22 ans plus tôt avec René, la ville historique de la basilique Notre-Dame. Une spectatrice fait un malaise sérieux dans la salle de cinéma en regardant cette scène finale précise. On appelle les premiers secours immédiatement. Maintenant l'argent. Une dernière fois honnêtement et factuellement. 800 millions de dollars. Le patrimoine net total estimé. La grande propriété de Floride à 45 millions seul. Le manoir québécois somptueux à 25 millions. Le catalogue musical permanent en droit d'auteur une valeur inestimable. Les contrats publicitaires multiples encore actifs. Les investissements immobiliers diversifiés du couple. L'héritage personnel de René, méticuleusement organisé en fiducie sécurisée pour les 3 fils légitimes. Avec absolument tout ça à disposition immédiate, avec les meilleurs spécialistes médicaux du monde disponibles en moins de 24 heures, avec les protocoles thérapeutiques expérimentaux les plus avancés de la planète, avec littéralement tout l'argent que l'empire commercial a produit en 40 ans de carrière exceptionnelle, elle ne peut pas acheter un seul jour complet, sans spasme musculaire imprévu. Un seul. Le luxe peut tout acheter dans la vie ordinaire, sauf ça précisément, ça seulement, le contrôle naturel de son propre corps. Cette chose élémentaire qu'on possède normalement et qu'on ne remarque jamais consciemment jusqu'au jour précis où on l'a perdu définitivement. Et son plus grand soutien réel dans cette épreuve quotidienne, ce ne sont pas ces millions de dollars, ce ne sont pas ces spécialistes médicaux internationaux, ce sont précisément ses 3 fils. René Charles, 25 ans aujourd'hui, en 2026, l'enfant miracle conçu artificiellement par fécondation in vitro juste avant la radiothérapie de René en 1999. Les jumeaux Eddie et Nelson, 15 ans actuellement, nés ensemble en octobre 2010 après un avortement spontané traumatisant de Céline en 2009. Ces 3 garçons ont appris ensemble les protocoles d'urgence médicale spécifiques au SPR. Ils savent exactement quoi faire concrètement quand leur mère fait une crise paralysante à la maison familiale. Comment la positionner correctement physiquement? Quoi lui administrer comme premier traitement? Comment lui parler avec quelle voix, avec quels mots simples pour que leur voix devienne un fil concret qui la ramène progressivement à la conscience normale? 13 ans, 15 ans, 25 ans, et déjà des gardiens silencieux de leur propre mère. Imagine un instant ce que ça représente concrètement dans la vie quotidienne. Tu rentres de l'école à 16 heures avec ton frère jumeau. Tu poses ton sac à dos dans le couloir d'entrée. Tu cherches normalement ta mère dans la maison. Tu la trouves figée immobile dans la cuisine, debout contre le plan de travail, le regard fixe vitreux, les mains crispées sur le rebord en pierre, incapable de bouger ou de parler. Et au lieu de paniquer comme un adolescent ordinaire, le ferais-tu sort calmement le spray nasal d'urgence rangé dans le tiroir spécial à droite. Tu le donnes à ton frère qui sait quoi faire avec. Tu téléphones à l'infirmière privée avec le numéro mémorisé par cœur depuis 3 ans. Tu parles doucement à ta mère immobile pour qu'elle entende ta voix rassurante. Tu attends que la crise passe progressivement. Pendant que tes copains de l'école font leurs devoirs normalement à cette heure-là, voilà l'enfance des jumeaux Dion Angélil aujourd'hui, en 2026. Céline a clairement dit dans le documentaire, elle ne se bat pas vraiment pour la musique. Elle ne se bat pas pour la scène publique. Elle ne se bat pas pour les records artistiques ou les chiffres commerciaux. Elle se bat seulement pour eux 3. Et c'est peu être ça, la vraie définition adulte du luxe, à la fin de tout. Pas les robes anciennes du mausoléo de cristal, pas les 45 millions de Floride, pas les 11 530 dollars par minute du Caesars Palace. Le vrai luxe pour Céline Dion en 2026, c'est concrètement une matinée ordinaire à la maison. Se lever simplement le matin, marcher tranquillement jusqu'à la cuisine familiale, faire du café, entendre normalement ses fils se disputer pour quelque chose d'insignifiant, un écran de téléphone, un pull emprunté entre frères, et ne pas avoir de crise musculaire pendant ces quelques minutes ordinaires. C'est tout. C'est ça vraiment. Le luxe absolu, à la fin. Maintenant, la 4e promesse. La dernière. Celle que j'avais soigneusement gardée précieusement pour cette fin. Juillet 2024. Paris, capitale française. Cérémonie d'ouverture officielle internationale des Jeux Olympiques.
2 milliards de téléspectateurs simultanés dans le monde entier ce soir-là. La cérémonie internationale se déroule magnifiquement sur la scène pour la première fois dans l'histoire moderne complète des Jeux. Pluie fine persistante, typiquement parisienne en juillet, le grand spectacle s'achève progressivement après 4 heures de performances diverses. Et, au sommet officiel de la Tour Eiffel, une silhouette féminine apparaît soudain dans la nuit éclairée. Imagine la scène techniquement avec moi. Plus de 300 mètres au-dessus du sol parisien, le vent fort à cette altitude, qui souffle régulièrement contre la structure métallique, la pluie froide qui tombe en biais, une plateforme construite spécialement pour l'occasion sur le second étage de la tour, des projecteurs intenses orientés vers elle, des caméras motorisées télécommandées qui captent chaque angle. Robe scintillante longue, blanche immaculée, lourde de cristaux brodés, pluie qui tombe régulièrement sur ses épaules nues exposées. Elle ouvre simplement la bouche pour chanter l'hymne à l'amour, Édith Piaf, la chanson immortelle française. Le monde entier pleure devant son écran de télévision familiale. Et c'est là précisément qu'il faut s'arrêter, parce que regarde ce qui se passe physiquement ce soir-là sur la Tour Eiffel. Une femme atteinte d'une maladie incurable rare, dont les crises peuvent être déclenchées par le stress, par le froid, par les bruits soudains, par les émotions extrêmes, par les changements brutaux de température, par les lumières trop vives, et elle est exposée simultanément à toutes ces conditions à la fois. Le stress mondial des Jeux Olympiques, le froid de juillet pluvieux à 300 mètres, le vent fort, les projecteurs intenses, les caméras, 2 milliards de regards. Comment elle a tenu cette performance sans crise sévère? C'est exactement la question qui divise depuis 2024 les fans sur les réseaux sociaux. Mais voilà précisément ce que personne du palais de production officiel n'a jamais voulu confirmer ni démentir clairement, et qui pourtant, encore aujourd'hui en 2026, divise activement les fans de Céline Dion sur les réseaux sociaux. Cette voix professionnelle qu'on a entendue diffuser sur la Tour Eiffel cette nuit-là, était-elle vraiment chantée intégralement en direct, ou était-elle partiellement prêt, enregistrée en studio? Je ne te dis pas que je connais la réponse définitive personnellement. Je ne te dis pas que je l'affirme. Mais je vais te donner factuellement les éléments du débat actuel, parce qu'ils existent vraiment, et tu décideras toi-même librement de ta propre opinion finale. D'un côté de l'argument, plusieurs spécialistes audio professionnels qui ont analysé techniquement la performance ont pointé certains éléments cohérents avec un chant en direct au sommet d'un monument exposé au vent à plus de 300 mètres de hauteur. Sous la pluie froide, la voix chantée présente certaines micro-imperfections naturelles, des respirations courtes audibles, des tremblements perceptibles qu'un enregistrement studio ordinaire n'aurait pas naturellement. C'est l'argument technique principal du chant, complètement en direct. De l'autre côté de l'argument, et c'est l'argument que les fans débattent encore aujourd'hui sur les forums spécialisés, il y a 2 choses précises. La première chose, moins de 2 ans avant cette performance officielle, elle avait fait une crise paralysante de 40 minutes après une seule chanson enregistrée en studio professionnel. Comment pouvait-elle, médicalement parlant, tenir une chanson entière en direct au sommet de la Tour Eiffel, sous la pluie froide, devant 2 milliards de personnes mondialisées sans risquer une crise majeure en pleine performance internationale? La deuxième chose, le palais de production officiel n'a jamais publié les pistes audio brutes d'enregistrement. Aucun communiqué officiel n'a été émis pour confirmer formellement le chant en direct intégral. Le silence prolongé du palais nourrit sérieusement les questions des fans. Je te le redis très clairement maintenant. Je n'affirme rien personnellement de définitif, mais voici ma lecture personnelle, et c'est celle que j'assume entièrement. Je crois que cette performance historique était techniquement assistée. Je crois qu'il y avait une piste de référence très récemment enregistrée, faite dans les meilleures conditions médicales possibles, et qu'elle chantait par-dessus, en direct, en s'appuyant sur sa propre voix enregistrée en studio pour soulager les passages les plus exposés vocalement. Je crois personnellement que c'était une performance hybride professionnelle, pas du playback total comme certains le prétendent, pas du direct pur non plus comme d'autres l'affirment, quelque chose entre les deux. Une solution courageuse, trouvée par son équipe technique, pour permettre à une femme malade de tenir un moment historique mondial sans risquer un effondrement public catastrophique. Et tu sais quoi? Ça ne change absolument rien à l'émotion réelle du moment. Ça ne change rien à la beauté pure du geste lui-même. Une femme adulte, atteinte d'une maladie incurable rare, debout fermement sous la pluie froide au sommet de la tour Eiffel parisienne,
devant 2 milliards de personnes mondiales, chantant publiquement la chanson qu'Édith Piaf avait elle-même écrite après la mort tragique de Marcel Cerdan en 1949. C'est sublime, peu importe que la voix soit complètement en direct ou partiellement assistée. Techniquement, le courage humain est dans l'apparition même, pas dans la technique audio précise. Mais le silence prolongé du palais sur cette question précise, ce silence officiel, il rejoint étrangement l'autre silence ancien. Celui que je t'avais annoncé soigneusement au tout début de cette vidéo. Tu te souviens, le premier homme oublié, celui qui avait entendu la cassette artisanale avant René Angélil, celui qui avait dit officiellement que ce n'était absolument pas pour le marché commercial habituel. Le silence durable de Thérèse autour de cet homme particulier. Cet homme oublié a accordé un seul entretien public médiatique en 1999 à un journaliste local. Dans cet entretien rare, il dit simplement une seule chose à propos de ce refus initial historique. Je n'avais pas tort sur le marché à l'époque. J'avais tort sur elle, personnellement. Je n'avais pas tort sur le marché. J'avais tort sur elle. Il y a deux types de personnes professionnelles dans la vie humaine. Celles qui voient seulement le marché commercial habituel et celles qui voient vraiment la personne unique derrière. René Angélil avait personnellement vu la personne en 1981 quand il avait pleuré sincèrement sur la cassette artisanale. L'équipe technique de production officielle des Jeux Olympiques en 2024 a vu également la personne réelle. Ils ont vu une femme malade adulte qui voulait absolument chanter sur la tour Eiffel pour le monde entier en direct. Et ils ont trouvé courageusement une solution technique adaptée pour qu'elle puisse personnellement le faire sans risquer sa vie en direct devant 2 milliards de personnes mondiales. Voilà ma lecture finale. Le silence officiel du palais français de production protège personnellement Céline. Il ne ment pas activement, il protège discrètement. Et la voilà la véritable révélation finale de cette histoire. Elle n'est pas vraiment médicale. Elle est plus grande humainement que ça. Toute la carrière exceptionnelle de Céline Dion, depuis la cassette artisanale enregistrée à 12 ans jusqu'à la tour Eiffel emblématique de 56 ans, a été portée fidèlement par des hommes et des femmes, admirables, qui ont vu personnellement la personne avant de voir le marché commercial. René Angélil, en 1981, Franco Dragone, qui a accepté de bâtir personnellement le Colosseum sur mesure pour elle, James Cameron, qui l'a personnellement choisi pour Titanic en 1997, l'équipe d'Irene Taylor, qui a accepté professionnellement de filmer ses crises paralysantes sans les arranger pour la beauté du film, et l'équipe technique des Jeux Olympiques, qui a trouvé courageusement un moyen pour qu'elle apparaisse mondialement sans s'effondrer publiquement en direct. À chaque étape critique de sa carrière, quelqu'un de bienveillant a vu personnellement la personne derrière la chanteuse. Voilà ce que j'avais sincèrement à te dire pour la fin de cette vidéo. Voilà la 4e promesse précise, encaissée définitivement maintenant. Le 30 mars 2026, le jour exact de ses 58 ans, Céline annonce officiellement 10 spectacles complets à Paris. La Défense Arena, 40 000 places exactes par soir, septembre et octobre 2026. Dans la nouvelle vidéo officielle, elle dit doucement « Je me sens forte enfin. Je suis prête personnellement. » Et c'est là précisément que la vraie question polémique se pose. Je vais te la poser directement honnêtement, et tu y répondras toi-même dans les commentaires, sans aucun filtre social. Honnêtement, je veux vraiment savoir ce que tu en penses sincèrement. Est-ce que Céline Dion devrait vraiment remonter sur scène à la Défense Arena en septembre 2026 ? Je ne te demande pas si elle est physiquement capable médicalement, c'est la question facile que tout le monde pose dans les médias. Je te demande personnellement autre chose. Plus dérangeante au niveau humain, est-ce qu'elle devrait vraiment ? D'un côté de la question, il y a l'argument fort du courage personnel admirable. Elle a 80 millions de dollars de fortune sécurisée pour ses fils légitimes. Elle n'a plus rien à prouver à personne dans cette industrie. Elle pourrait facilement disparaître élégamment maintenant, profiter sereinement de ses enfants, gérer paisiblement sa maladie en paix. Et elle choisit volontairement de revenir publiquement. Pour qui exactement ? Pourquoi précisément ? Pour les fans nombreux ? Pour René Angélil disparu ? Pour elle-même ? Le courage de remonter sur scène, quand on aurait toutes les raisons de se cacher discrètement, c'est admirable humainement. C'est une véritable leçon de vie. De l'autre côté de l'argument, et c'est l'argument que personne ne formule à voix haute publiquement, mais que beaucoup de fans pensent secrètement, il y a la question dérangeante de l'imprudence, médicale potentielle.
Une scène publique de 40 000 places. Des projecteurs intenses brûlants. Des bruits soudains imprévisibles. Des émotions extrêmes du public. Tout exactement ce qui peut potentiellement déclencher une crise sévère du SPR. Que se passe-t-il médicalement si elle fait une crise paralysante de 40 minutes en plein concert public devant 40 000 personnes payantes en direct retransmis? Qui prend personnellement la responsabilité humaine de cette possibilité bien réelle? Et est-ce qu'on l'admire courageusement ou est-ce qu'on s'inquiète tristement pour elle? Tu vois clairement la division? D'un côté, héroïne admirable de la résilience qui refuse fermement de baisser les bras face à la maladie. De l'autre côté, femme épuisée physiquement qu'on devrait peu, être protégée d'elle-même et de son perfectionnisme intransigeant. Moi personnellement, je penche fortement vers la première lecture humaine. Tu l'as compris depuis le début de cette vidéo. Je crois sincèrement que Céline Dion est active, pas victime. Je crois fermement qu'elle décide volontairement. Et je crois personnellement que sa décision de remonter sur scène est sa propre forme de soin personnel. C'est en chantant sincèrement qu'elle reste vivante humainement, pas en se cachant socialement. Mais je peux complètement me tromper. Et c'est exactement là que je veux te lire personnellement. Tu as ton avis, tu as personnellement vécu des choses difficiles dans ta propre vie, tu as peu être toi-même connu directement une maladie chronique ou quelqu'un de proche autour de toi. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses, pas ce que je veux entendre comme réponse, ce que tu penses vraiment au fond. Devrait-elle vraiment remonter sur scène en septembre 2026? Je vais te donner 3 angles précis pour t'aider à former ton opinion personnelle. 3 angles que tu peux utiliser dans ton commentaire en bas si tu veux participer au débat avec les autres spectatrices. Premier angle, l'angle médical pur. Les neurologues spécialistes du SPR, avec qui j'ai croisé des entretiens publics depuis 2022, sont divisés sur la question. Certains disent qu'elle ne devrait pas, que les conditions d'un grand concert public, bruit soudain, projecteurs, stress émotionnel intense, foule de 40 000 personnes, sont objectivement contre-indiquées pour son état neurologique actuel. D'autres disent au contraire que rester active maintient les muscles, stimule le système, et qu'une vie sans expression artistique aggrave plus le SPR qu'une vie avec ses risques. Deuxième angle, l'angle financier. Ces spectacles parisiens annoncés vont générer environ 80 millions d'euros de recettes brutes minimum. Elle n'a absolument pas besoin de cet argent personnellement. Sa fortune est plus que sécurisée pour ses fils et leurs enfants à naître. Mais l'industrie qui gravite autour d'elle, son équipe technique, les artistes invités, les techniciens de production, les organisateurs, eux, ont besoin que ces concerts aient lieu. Est-ce qu'on monte sur scène pour soi, quand on est gravement malade, ou pour les autres? La question est plus difficile qu'elle paraît. Troisième angle, l'angle psychologique personnel. Et c'est celui qui m'intéresse le plus moi. Pour Céline Dion, chanter publiquement n'est pas une activité parmi d'autres possibles. C'est l'identité elle-même. Depuis ses 5 ans dans le vieux baril du Québec, elle est définie sociologiquement par son chant. Si elle arrête définitivement de chanter en public, qui devient-elle exactement? Une femme malade célèbre. Voilà tout. Tandis qu'en chantant, malgré la maladie, elle reste Céline Dion. Le chant n'est plus un métier, c'est une preuve d'existence personnelle. Voilà mes 3 angles d'analyse. Choisis le tien librement. Moi, personnellement, je penche fortement vers la première lecture humaine. Tu l'as compris depuis le début de cette vidéo. Je crois sincèrement que Céline Dion est active, pas victime. Je crois fermement qu'elle décide volontairement. Et je crois personnellement que cette décision de remonter sur scène est sa propre forme de soin personnel. C'est en chantant sincèrement qu'elle reste vivante humainement, pas en se cachant socialement. Mais je peux complètement me tromper. Et c'est exactement là que je veux te lire personnellement. Tu as ton avis. Tu as personnellement vécu des choses difficiles dans ta propre vie. Tu as peu être toi-même connu directement une maladie chronique ou quelqu'un de proche autour de toi. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses. Pas ce que je veux entendre comme réponse. Ce que tu penses vraiment au fond de toi. Et il y a une dernière chose que je veux te dire avant de finir. Pendant que tu réfléchis à la question, pose-toi celle-ci aussi. Est-ce qu'on a le droit de demander à une femme malade de ne plus monter sur scène pour la protéger d'elle-même? Ou est-ce que ça serait une forme de violence sociale supplémentaire, lui retirer la seule chose qu'elle a toujours su faire depuis ces 5 ans au nom de notre confort à nous, spectateurs anonymes qui n'auraient pas envie de la voir s'effondrer publiquement en direct? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'ai mon intuition personnelle. Et c'est qu'on a tendance, nous les bien portants,
à confondre le soin avec la limitation, à vouloir protéger les autres en les empêchant de vivre pleinement. Céline Dion ne nous demande pas notre permission de chanter en septembre. Elle nous prévient simplement qu'elle le fera. Et notre rôle à nous, c'est peu, être simplement d'aller la voir avec respect, pas avec pitié. Devrait-elle vraiment remonter sur scène en septembre 2026 ? Et si tu veux entendre une autre histoire qu'on n'a jamais vraiment racontée correctement, une autre figure courageuse oubliée, dont le combat silencieux mérite enfin d'être connu, la prochaine arrive bientôt. Ici, je te la raconte personnellement,